OK. Comme on n'est pas très nombreux, j'ai commencé une série de conférences depuis le mois de janvier. J'en fais plusieurs par semaine, dans toutes sortes de groupes. Je me dis que je suis même allé briefer le caucus des libéraux, des péquistes, puis les caquistes en fin de semaine. J'ai pris ma carte de membre de la Coalition Avenir Québec. Je pense que c'est tellement urgent qu'il faut comme oublier les lignes de parti puis s'y mettre, là. C'est pas une affaire de gauche et de droite, même si on pourra avoir beaucoup de discussions là-dessus, là, très fécondes. Mais je pense que l'urgence est telle qu'il faut comme se rassembler, pas se désunir dans ce combat-là. Moi, j'ai mes allégeances politiques naturelles, mais j'essaye de passer par-dessus ça parce que l'urgence est grande. Je rencontre des assemblées généralement assez pleines. Ça fait 2 fois là, que comme des petites salles. Ça me désole toujours un peu, mais bon, en même temps, on ne va pas le prendre personnel. J'aimerais juste connaître votre degré de... un peu savoir à qui je m'adresse avant d'aller plus loin. Qui se considère comme éco-anxieux? C'est la nouvelle... Est-ce qu'il y a des éco-anxieux ici? Oui, c'est ça, hein? Donc, qui ne se considère pas éco-anxieux? OK, donc c'est une minorité, hein? L'éco-anxiété, c'est-à-dire l'anxiété qui est générée par notre rapport à l'environnement. On va dire ça comme ça, là, ou la dégradation du monde dans lequel on vit. C'est un nouveau phénomène, assez récent, là. OK. Qui a signé le pacte ici? OK. Qui n'a pas signé le pacte? OK. Est-ce que ceux qui n'ont pas signé, est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas entendu parler ou est-ce que c'est pour des questions de principe que vous n'avez pas signé? Est-ce qu'il y en a qui ont des raisons de ne pas avoir signé? Je serais curieux de les entendre. J'ai juste comme pas pris le temps de le regarder comme il faut. Je comprends. OK. Donc, oui? Bien, je considère que je fais beaucoup d'efforts pour l'environnement d'un point de vue individuel, mais je ne suis pas fermé à ne pas signer. C'est plus parce que je considère que je fais déjà des efforts. Donc, tu n'as pas besoin de le marquer en prenant cet engagement-là. Oui, mais je ne suis pas contre l'idée du pacte. Je comprends. Il y en a beaucoup comme vous, hein, des gens qui disent, bien, moi, je le fais déjà, je n'ai pas besoin de le signer. Moi, une des raisons pour lesquelles j'insiste vraiment qu'on signe, c'est qu'on puisse se rassembler avec la force du nombre autour des revendications qui sont inscrites dans le pacte. C'est-à-dire, le pacte, essentiellement, ça dit, je vais faire mon effort, ma part. On a appelé ça la juste part parce qu'il y a du monde qui peut faire plus, puis il y a du monde qui peut faire moins. On a toutes sortes de réalités. Mais je pense qu'on a tous, sauf beaucoup d'exceptions, là, chez les pauvres, là, chez ceux qui souvent payent de l'impact du réchauffement climatique puis qui n'ont pas beaucoup contribué à la combustion du pétrole et du gaz. Là. Mais généralement, je pense qu'au Québec, on peut se dire qu'on peut faire notre part, ne serait-ce que de refuser une paille en plastique. Hein? Ça peut être aussi bête que ça. Et je pense qu'avec la force du nombre, on est en mesure d'exiger que les politiques publiques soient à la hauteur du défi à relever. C'est surtout ça l'idée. Et là, le problème, c'est que les politiques publiques, oui, il y a des bonnes mesures qui se prennent, mais les bonnes mesures ne suffisent pas. Et les mesures qui encouragent la dégradation de notre monde sont plus fortes et ont plus d'impact que les bonnes mesures. OK. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui remettent en question l'idée d'avoir des enfants à cause de cette angoisse de la suite du monde? OK. Moi, je vous dirais que si une des raisons qui fait que je suis ici aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. Mon plus vieux est avocat maintenant, il a 30 ans, et je me souviens très bien du jour de sa naissance, qui était le plus beau jour de ma vie. On était dans un bel endroit à Québec. Là. Ma femme est allée montrer sa bedaine à sa mère, puis ça a provoqué on était parti de Montréal, puis le problème, le stress du transport, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, Jules est arrivé 3 semaines prématuré, donc il restait accroché, puis en même temps, il voulait sortir. Il y avait une espèce d'indécision, ce qui fait que le travail a duré 21 heures, si je me souviens bien. Ce qui fait que par moment, j'étais généralement dans la chambre des naissances, mais par moment, j'allais prendre une petite pause dans la salle d'attente à côté. Et dans la salle d'attente, il y avait le magazine L'Actualité, dont la première page était « Y a-t-il un avenir pour cette planète? » Puis moi, ma femme est en train d'accoucher de mon premier fils. Et je vous dirais que c'est comme un point tournant dans ma conscience écologiste, on va dire comme ça. Quand j'étais au cégep, je faisais partie des Amis de la Terre, qui est un groupe
qui existent encore. On commençait à l'époque, je dirais, à se soucier de la pollution, généralement. Mais la question climatique était, pour ainsi dire, inexistante. Mais la question de la pollution de l'eau, de l'air, de la terre, des sols, bon, il y avait des préoccupations à cet égard-là. Et il y avait un livre marquant à l'époque de Alvin Toffler qui s'appelait « Le choc du futur », donc qui était une espèce de projection. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai comme développé un début de conscience écologiste. On va appeler ça comme ça, mais je me considère pas, même si les médias le relayent souvent, je me considère pas comme un militant environnemental, comme un spécialiste de l'écologie ou comme un écologiste. Je suis vraiment là comme, je vous dirais, comme un citoyen assez ordinaire, mais qui a vécu son choc et qui m'a peut-être éclairé, disons, l'esprit. Moi, j'ai fait des shows depuis la prématernelle 3 ans. OK? J'ai fait une prématernelle pour vrai à 3 ans, puis j'ai fait du théâtre, là. Et c'était ma première pièce de théâtre, puis j'ai fait du théâtre dans la cour chez nous. J'ai toujours, toute ma vie, parce que ça, j'ai toujours fait du théâtre. Et ça a été l'essentiel de ma vie, jusqu'à ce qu'à l'École nationale de théâtre, je rencontre celle qui allait devenir ma femme, qui est une comédienne. Et là, à partir de ce jour-là, j'ai voulu faire mentir Platon, qui disait que dans la vie, il y a les créateurs et les procréateurs. Et moi, je me suis dit, bien, moi, je vais être un créateur et un procréateur. Donc, je me suis mis à faire des shows, faire des enfants, faire des shows, faire un enfant, faire des shows, faire un enfant. Au bout de 3, ma blonde a dit, là, c'est tough sa carrière quand même. Donc, on a essayé d'équilibrer un peu les choses. On a arrêté à 3. Si c'était à refaire, j'en aurais 10, mais bon, c'est une autre histoire. Puis en même temps, il y a ces angoisses-là par rapport à la suite du monde. Tout ça pour dire que toute ma vie, je ne parlerai pas de moi tout le long, là, mais juste savoir à qui vous avez affaire. Moi, j'ai fait des shows toute ma vie. Et comme le théâtre, généralement, ne me faisait pas gagner ma vie bien, j'ai fait aussi beaucoup de télévision qui était un travail plus alimentaire, mais qui me permettait de... J'ai écrit la série Les Grands Procès, j'ai dirigé un spectacle de variété pendant 5 ans à Télé-Québec, le dimanche soir, qui s'appelait Le plaisir quoi avec l'usage. J'ai fait des grands shows de fête nationale et le reste. Donc ça, c'était mon gagne-pain, si vous voulez, tu sais. Jusqu'à ce que le Cirque du Soleil débarque dans ma vie autour des années 2000, début des années 2000. Et j'ai fait pendant 5 ans, 3 spectacles au Cirque du Soleil. J'ai eu le privilège d'être le grand maître d'œuvre de la rencontre entre les Beatles et le Cirque du Soleil. Donc, un jour, je me suis retrouvé avec le cadeau d'avoir un budget de 150 millions de dollars pour faire un spectacle, ce qui n'est pas rien. Moi qui étais habitué de faire des shows avec les moyens du bord. Donc, de diriger la grande réunion entre les Beatles et le Cirque du Soleil. Et j'ai passé plusieurs mois de ma vie à Las Vegas à m'éclater comme artiste. Je me pinçais tous les 2 jours, je me disais, mon Dieu, c'est comment ça que c'est moi qui fais ça? Je me sentais très imposteur, puis très, très heureux, enivré par cette aventure-là. Et parce que, bon, je m'éclatais dans une musique, dans un univers poétique que j'adorais, avec des moyens extraordinaires, puis j'avais une grande liberté de création qui m'était donnée par Guy Laliberté, que je trouvais qu'il portait bien son nom dans la liberté qu'il me donnait. Et quotidiennement, je vivais dans une gated community, OK? Il m'avait trouvé une maison. Fait que là, j'arrive là, je découvrais la réalité de vivre dans une communauté de privilégiés, clôturée avec un gardien quand tu rentres, puis là, des statues en styrofoam, une piscine, une fontaine. Et là, quand j'allais travailler au casino, je traversais l'équivalent, tous les jours, dans la salle de spectacle, je traversais l'équivalent de 5 ou 6 terrains de golf en plein milieu du désert. Et là, j'ai commencé à capoter là-dessus, sur cette réalité-là. Il a commencé à se développer en moi une espèce de déchirement. Les Grecs qui ont inventé le théâtre disent que la tragédie ou le tragique, c'est la capacité de l'être humain à... Est-ce que je vous ennuie? Madame? Ça vous ennuie? Le diable, c'est l'ennui. Je déteste quand les gens s'en vont, là. Qu'est-ce que tu veux, je prends ça personnel. En tout cas, je raconterai pas toute ma vie, là. J'en arrive au vif du sujet, mais quand même, c'est juste pour vous faire une introduction, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre difficilement la condition de l'homme, la condition tragique qui veut que... Les Grecs disaient, le tragique, c'est la capacité de se tenir debout au milieu du désordre. Et je me retrouvais à Las Vegas exactement dans cette difficulté-là, c'est-à-dire, à la fois, j'étais extrêmement heureux, ça m'a rendu, on va dire, riche et célèbre, et heureux comme artiste, puis en même temps,
je voyais que par mon geste même, d'aller faire tourner des ballons sur mon nez ou bien de jongler à 400 boules avec plein d'artistes, j'avais 100 techniciens, 75 artistes dans mon spectacle, j'étais en train aussi de nourrir ce que j'ai fini par appeler une Babylone sans nom. Las Vegas est une grande catastrophe écologique. Et là, je vivais difficilement cette contradiction-là. Et mon réflexe au lendemain de la première, là, quand on a eu bien célébré avec Paul, Ringo, Yoko et compagnie, ça a été de m'en aller avec mes enfants, ma femme, mes beaux-parents dans les forêts de grands séquoias en Californie, me coller aux arbres à 4 heures du matin. J'avais comme une espèce de besoin fou de me réconcilier, d'une rédemption. Il y avait sûrement de la culpabilité là-dedans d'avoir tant profité de quelque chose qui, en même temps, creuse le désastre du monde. Vous pouvez peut-être vous rapprocher parce qu'on est en famille, finalement. C'est ça. C'est super. Et donc, je m'en vais me coller aux arbres en Californie. Je rentre chez nous. J'avais acheté une petite terre en friche, un pit de sable sur le bord du fleuve entre Québec et Trois-Rivières, dans le pays de mes beaux-parents. Puis j'ai commencé à planter des arbres. En fait, ça faisait un petit bout de temps que je faisais ça, mais là, j'ai planté des arbres un peu comme un fou tout l'été, dans une espèce de quête de réconciliation, dans cette difficulté-là. Et au bout d'un certain temps, les gazières, l'industrie du gaz de schiste est débarquée dans mon patelin. Mon beau-père, qui est un saint homme, est un ancien ingénieur minier à la retraite, me tend un journal un après-midi sur le bord du fleuve en disant « Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a du gaz dans le sous-sol ici, dans la région, mais là, ils ont trouvé une technique pour le sortir du sol et il faudrait peut-être les surveiller parce que ça pourrait être salaud. » Et salaud dans la bouche de mon beau-père, c'est un bien gros mot. Alors, ça m'intrigue. Il y a une réunion, mon beau-père me tend donc un journal régional en me disant « Il y a une réunion à Saint-Édouard, au village en arrière, mardi soir prochain. Ça serait bien peut-être que tu y ailles ou qu'on y aille. » Alors, gaz de schiste, je ne sais pas de quoi on parle. Je fais une petite recherche sur Google et je télécharge une émission de Radio-Canada, Les Années-Lumière à la radio, qui témoigne de l'expérience de l'exploitation du gaz de schiste en Pennsylvanie à l'époque. Et là, j'entends des témoignages d'agriculteurs. Moi, je vis dans un milieu agricole qui se plaignent du fait que l'industrie est venue notamment saloper des nappes phréatiques, leurs sources en eau. Vous avez tous vu les images de l'eau, le feu qui prenait dans les champlures là, en Pennsylvanie. Donc, les sources de gaz, les émanations de méthane. Donc que tout à coup, les agriculteurs se plaignent, et plus largement, un certain nombre de citoyens de la Pennsylvanie se plaignent du fait que l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent, la terre dont ils se nourrissent est menacée par l'invasion de cette industrie-là. Alors, le mardi suivant, je me présente à Saint-Édouard-de-Lotbinière, où l'ancien président d'Hydro-Québec, André Caillé, qui était une sorte de héros national, c'était le héros du verglas, on le voyait tous les jours avec la télé, on s'en souvient, avec son col roulé blanc, là, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là. Donc, André Caillé, qui était le président d'Hydro-Québec, une institution dont on est fier, qu'on peut contester, contestable, mais généralement, on peut quand même dire qu'on est fier à la fois de notre énergie propre, renouvelable, et du partage de la richesse qu'est cette institution-là. Donc, André Caillé est transfuge. Il est passé de l'industrie de l'électricité propre à celle de l'énergie sale. Il est le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec et il vient présenter à la communauté des agriculteurs, principalement, des gens de Saint-Édouard et de la région, le super beau projet de création de richesse qui est l'exploitation des ressources en gaz de schiste dans la région. Et il présente un reportage de Radio-Canada qui a lieu à la télé. Il y a des beaux écrans plats, les gens sont ça avec des petits gâteaux, des cafés. Vraiment, ça paraît bien. L'introduction est assez belle. La semaine d'avant, dans une rencontre similaire à Bécancour, il y a des militants écologistes de longue date aguerris qui sont allés un peu brasser le camarade. J'ai juste vu ça aux nouvelles. Je ne connais pas vraiment ces gens-là, mais je vois que le dossier est chaud. Et quand je vois son reportage qui a lieu à Fort Nelson, au nord de l'Alberta, je suis foudroyé d'indignation devant la mise en scène, l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle de la présentation de notre héros André Caillé. Et je me pointe au micro pour poser des questions, parce qu'on a le droit de poser des questions, et je leur dis, je ne sais pas si vous êtes allé, il y a quelqu'un ici qui est déjà allé à Fort Nelson, mais moi, j'y suis allé avec mon professeur de géographie quand j'avais 17 ans, et je n'admets pas qu'on puisse comparer l'exploitation d'une ressource dans un territoire qui est à 1000 milles de toute terre habitée au garde-manger qu'est la vallée du Saint-Laurent, où nous autres, on boit l'eau des nappes phréatiques, on respire cette terre-là, on se nourrit de cette terre-là.
Et je n'admets pas que vous nous présentiez ce côté de la médaille-là en nous disant, d'après un reportage de Radio-Canada, que tout le monde est content, sauf une autochtone puis un chevreuil. Et là, je sors de ma poche, j'ai toujours un carnet dans ma poche gauche depuis pas 3 ans et demi, là, mais ça fait longtemps, pour prendre des notes pour mon prochain spectacle. Et là, je sors d'autres témoignages que j'ai, moi, transcrits comme par réflexe du reportage radio de Radio-Canada. Et au moment où je vais lire les témoignages des agriculteurs, ils me ferment le micro en me disant « Votre temps de parole est écoulé, M. Champagne. » Et là, je leur dis « Moi, j'ai une formation en théâtre, M. Caillé, et là, on va se parler franchement. Je suis vraiment choqué par votre manque de sens commun. Ici, les villages sont en deuil de leur jeunesse. Les jeunes n'ont pas de job puis ils partent. Alors, quand les marchands de prospérité débarquent, on les écoute. Et on voudrait qu'on se parle en toute bonne foi. Je ne suis pas spécialiste du gaz de schiste. Je ne suis pas un militant écologiste, mais je n'admets pas aujourd'hui votre manque de sens commun. Et je lui dis, par le hasard des choses, mon père et ma mère, mon père vient de Sorel, d'un milieu ouvrier, il a connu ma mère qui est une fille de juge à Outremont et il a mis sa table à dessin quand il était étudiant aux Beaux-Arts dans le grenier d'une maison à Outremont qui est devenue la maison d'André Caillé une génération plus tard. Et je lui dis, lui, il ne connaît pas l'histoire, mais moi, je la connais. Je sais que cette maison-là, c'est maintenant le président d'Hydro, qui est l'ancien président d'Hydro qui habite là. Là, je lui dis, Monsieur Caillé, on partage la même maison. Et je serais très malheureux de vous entendre me dire ce soir, devant mes concitoyens, que quand vous avez acheté cette maison-là, l'eau était plus buvable, l'air était plus respirable, puis la terre de cette maison-là, il n'y a pas moyen de cultiver. Je n'admets pas que, sous prétexte de prospérité, de création d'emplois, vous puissiez nous annoncer un projet qui a l'air si beau que c'est difficile à croire qu'il y a un miracle tel qui vient se débarquer chez nous avec l'appui du gouvernement. Je vous raconte ça pour vous dire que j'ai connu ce soir-là une sorte d'épiphanie. Ça a été ma rencontre avec le monde merveilleux du pétrole et du gaz. J'ai, à partir de ce moment-là, amorcé une étude des enjeux du pétrole et du gaz. On est à l'automne 2010. Pendant 4 ans, j'ai participé à ce mouvement d'irréductibles d'une série de citoyens sans histoire qui avaient a priori rien à voir ensemble, qui n'étaient pas particulièrement des militants écologistes, mais des producteurs laitiers, des producteurs maraîchers, des plombiers, des professeurs, des gens à la retraite, des gens au chômage, du monde qui travaillait fort, des ingénieurs, rassemblés autour des valeurs sacrées qu'ils accordaient à la qualité de l'eau qu'on boit, la qualité de l'air qu'on respire et de la terre dont on se nourrit, pour résister à l'envahisseur extrêmement puissant qui venait débarquer avec le projet de forer quelque chose entre 10 000 et 20 000 puits dans la vallée du Saint-Laurent. Au profit de qui? Alors là, tout à coup, il y a des questions qu'on se met à se poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce gaz-là? À qui ça profite? Jusqu'où les risques sont réels? C'est quoi l'équilibre qu'il faut trouver entre le besoin de travailler, le besoin de créer cette richesse-là, mais aussi le besoin de protéger le monde dans lequel on vit? Et je constate, à force d'étudier, j'ai fait mon espèce d'université gaz de schiste au Bureau d'audience publique en environnement qui se tenait pendant ce temps-là suite à la résistance citoyenne. Le gouvernement a déclenché des audiences publiques. Et le BAP, c'est une institution extraordinaire pour pouvoir avoir accès à une connaissance. C'est-à-dire que les scientifiques viennent rencontrer les gens de l'industrie, les ingénieurs, les fonctionnaires, les citoyens, les militants. Et là, tout à coup, il y a un brassage d'idées qui nous permet d'avoir accès à une grande connaissance pour, espérons-le, prendre une décision avisée pour la suite du monde, là, sur les propositions des prospecteurs, des projets économiques qui sont à risque, qui risquent de menacer le monde dans lequel on vit. Et dans ma réflexion, dans mes recherches, dans l'écoute, dans mon intérêt soudain pour la question du pétrole et du gaz, je découvre, vous allez me dire, j'étais innocent, il était à peu près temps, à quel point la combustion du pétrole et du gaz sont en train de remettre en question les conditions mêmes qui ont permis la création de la vie sur Terre. Et que la science nous dit que si on veut que le monde ait une suite, si on ne veut pas trop dégrader le monde qu'on a commencé à dégrader depuis qu'on a commencé cette combustion-là, il faudrait laisser dans le sous-sol 80 % des ressources connues en pétrole et en gaz, et en charbon, en énergie fossile.
Alors, ça, c'est ce que la science nous dit. La NASA nous dit, par exemple, qu'il y a assez de pétrole dans le nord de l'Alberta, dans les sables bitumineux, pour que ça soit game over pour le climat. C'est l'expression de James Hansen, un directeur d'une des agences de la NASA il y a plusieurs années, qui fait cette déclaration-là. Donc, et là, je me rends compte à quel point, sous le règne de Stephen Harper et de Jean Charest, on est en train de laisser le monde du pétrole et du gaz runner la business. Le pétrole, particulièrement, mais aussi le gaz naturel, ont viré à l'envers l'état politique et économique du Canada, du pays dans lequel on vit, et du Québec là, depuis les années 70, assurément. Donc, d'un côté, on a la science, la raison scientifique, qui s'est manifestée l'automne dernier avec le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, sur l'évolution du climat, qui vient de sortir un rapport, comme on en sort à peu près tous les 5 ans depuis 1988, qui vient à peu près nous dire les mêmes choses qu'on comprend depuis qu'on étudie le climat de façon plus rigoureuse, c'est-à-dire que la situation se dégrade. À chaque nouveau rapport, les bonnes nouvelles sont rares. On a plutôt des mauvaises nouvelles, qu'on assiste à la dégradation du monde dans lequel on vit et que le grand ennemi, le grand responsable de cette dégradation-là, c'est la combustion du pétrole et du gaz. Bien sûr, il y a une extraction abusive des ressources qui ne respecte pas les limites de la planète. Il y a une production et une consommation abusive, une accumulation de biens qui dégénère en pollution, là. Mais donc, je ne veux pas banaliser les autres agents provocateurs de cette situation climatique-là, mais le grand responsable, c'est le pétrole et le gaz. Et donc ça, c'est ce que la science nous dit. Et une fois que la science a dit ça, il semble qu'on retourne aux vraies affaires. On n'arrive pas à tenir en compte l'alerte qui est sonnée par la science. Et cette alerte-là, en mois d'octobre dernier, elle a été plus grande que jamais. C'est-à-dire que pour la première fois de leur existence, les scientifiques du GIEC sont sortis de ce qu'ils appellent leur devoir de réserve. Nous, on est des scientifiques, on étudie objectivement les faits et on écrit des rapports et on ne porte pas de jugement politique sur l'état de la situation. On vous met juste devant la situation et ensuite, c'est aux politiques de relayer. Pour la première fois en octobre dernier, les scientifiques sortent de leur devoir de réserve pour appuyer sur le piton panique. Ils disent, là, il nous reste 10 à 12 ans pour opérer, et je cite là, à peu près textuellement, rapidement et radicalement des changements dans nos façons de faire. Pour, ils disent, dans le rapport du GIEC, diminuer de 50 % d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre, et d'ici 2050, ramener nos émissions à zéro. À défaut de quoi, à partir de 2030, on n'aura pas empêché les catastrophes d'arriver. Les catastrophes, elles ont déjà commencé à se manifester. On en a quelques signes ici. Mais ce que nous disent les scénarios, il y a eu une publication il y a 2 semaines du National Geographic qui relayait, je me souviens plus que j'ai oublié le nom de la revue scientifique, ils ont fait 5 millions d'hypothèses sur la base de calculs suite aux études scientifiques. Et toutes les conclusions de ces 5 millions d'hypothèses-là nous disent qu'on n'atteindra pas, on ne limitera pas le réchauffement à 1,5 degré, qui était la ligne rouge qui a été tracée il y a 3 ans lors des accords de Paris. Les États se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour éviter que la planète ne se réchauffe au-delà de 1,5 degré. Aujourd'hui, quand François Legault prend le pouvoir, l'automne dernier, il dit « on a cherché dans les tiroirs partout, on n'a pas de plan ». Et nos objectifs pour 2020, pour 2020, on ne les atteindra pas, c'est la faute aux libéraux. Mais on va atteindre nos objectifs de 37,5 % qui sont nos engagements au Québec pour 2030. Ils s'engagent à ça. Alors que la science nous dit 50 %, mais même, admettons là, qu'on se rendrait à 37,5 %. Je fais une parenthèse. Donc, la situation dans laquelle on vit, c'est que la raison nous appelle, la raison nous alerte, et là, cette alerte-là commence à nous angoisser et on essaie de répondre à la question « qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? »
Les premiers responsables devraient être ceux qui prennent nos taxes et nos impôts et ont la responsabilité d'être les grands maîtres d'œuvre de notre vie en société, donc ceux qui font les lois et ceux qui garantissent les grands investissements, qui devraient encadrer ceux qui font de la business, les politiciens. Le 10 septembre dernier, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à San Francisco, dit « J'en appelle à la société civile ». Parce que je vois bien, 3 ans après les accords de Paris, là où les gouvernements en sont, à 2 ans du rendez-vous, on va faire nos comptes sur l'atteinte des objectifs qu'on s'était fixés à Paris pour 2020 et pour 2030. Je vois bien que les gouvernements, la grande industrie, n'est pas en train d'y arriver. Alors, j'en appelle à la société civile. La société civile, c'est nous autres. Et moi, au suite de cet appel de Guterres, suite à l'élection de la CAQ le 1er octobre dernier, où la démocratie au Québec élit le parti qui est considéré comme étant le dernier de classe par les groupes environnementaux, au moment de la sortie du rapport du GIEC, j'achève une année sabbatique. Je suis workaholic de nature là, depuis 3 ans et demi, puis toute ma vie, j'ai essayé de prendre un break, puis à un moment donné, j'ai réussi à le faire il y a 1 an et demi, enfin près de 2 ans. J'ai arrêté pendant 1 an. J'ai arrêté et de faire des shows et de militer. J'avais besoin de faire peut-être un plongeon à moi-même et d'essayer de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je dois continuer? Ces jours-ci, il y a un grand contingent d'artistes et de concepteurs et de techniciens qui partaient pour la Chine à aller faire le prochain grand show au Cirque du Soleil. Et on m'avait offert ce contrat-là il y a quelques années et j'ai refusé de le faire, je pense, pour être avec vous cet après-midi. Je ne le dis pas pour me vanter, c'est juste que l'éco-anxiété, l'angoisse d'agir et le fait que, depuis la saga du gaz de schiste, j'ai participé avec d'autres à une résistance citoyenne qui a imposé un certain respect à l'industrie. Après 4 ans d'efforts, les militants, les citoyens ont stoppé l'industrie du gaz de schiste au Québec. C'est pas réglé. On a gagné une bataille importante. On n'a pas gagné la guerre. Il y a encore un lobbyiste qui vient de s'inscrire au registre des lobbyistes à Québec pour manœuvrer. On sent venir là, un retour de l'industrie, ou en tout cas une tentative de retour. Donc, c'est jamais terminé. Puis les lois ne sont pas faites pour nous assurer que du respect de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire et de la terre dont on se nourrit, au nom d'impératifs qui semblent plus importants à une certaine classe, qui ont avantage à continuer d'abuser dans l'extraction ou l'exploitation des ressources collectives de la planète, des limites. Pourquoi? Pour faire du profit à la fin du mois ou à la fin de l'année. Et ceux-là s'en tirent, somme toute, assez bien. Ce qui fait que quand Emmanuel Macron, par exemple, impose une taxe sur le carbone, qui est en soi une bonne taxe, si on veut réduire les émissions, il faut donc réduire la consommation, la production. Donc, les taxes, c'est encore un des bons moyens. On l'a connu ici, notamment avec la cigarette, à quel point les taxes peuvent être quand même un agent important. Donc, Macron propose une taxe sur le carbone et les gens disent, un instant, là, nous autres, notre pouvoir d'achat est réduit et pendant qu'on voit des gens partir dans leur jet privé pour lesquels ils ne payent aucune taxe sur le kérosène, s'en aller avec le magot qui arrive légalement à mettre à l'abri de l'impôt vers des paradis fiscaux, nous autres, il faudrait qu'on paye la taxe. Alors là, on décide collectivement de se mettre des gilets jaunes, d'aller péter des vitrines sur les Champs-Élysées. A priori, ça me faisait un peu rusher, mais après quelques jours de réflexion puis de lecture, je me suis dit, au fond, ils ont raison. Il y a des raisons de trouver que cette mesure-là est injuste. Donc, une bonne mesure à l'égard du climat, injuste de façon sociale ou humaine ou économique, devient une mauvaise mesure. Et je pense que depuis ce temps-là, les gouvernements sont très, très, très nerveux par rapport à l'idée d'une taxe sur l'essence, à un point tel que Trudeau envoie des chèques de retour là, présentement pour adoucir les mesures qu'on a commencé à prendre ici aussi à cet égard-là. Donc, je reviens à Guterres. Guterres, il dit, les politiciens n'y arriveront pas. Les grandes corporations qui ont intérêt à continuent. Il y a eu un éloquent reportage dans The Economist il y a 2-3 semaines où The Big Oil and Climate and the Big Oil, le climat et la grande industrie de l'huile, qui nous dit que dans les livres et les projets des grandes industries, on n'est pas en train d'essayer de réduire, donc de répondre à l'alerte qui est donnée par la raison scientifique, mais au contraire, on est en train de planifier, d'œuvrer à une augmentation de la production, donc de la consommation, donc de la combustion. Au Canada, en janvier dernier, 24-25 janvier, l'Office national de l'énergie nous dit qu'on prévoit une augmentation
de 70 de la production du pétrole de l'Alberta d'ici à 2040. 70 d'augmentation. Alors que la raison scientifique nous dit réduire de moitié d'ici 2030 et zéro émission d'ici 2050. Alors, Guterres, le 10 septembre, ma sabbatique, là, ma réflexion, le fait que, honnêtement, j'ai participé de près ou de loin, après la saga du gaz de schiste, j'ai fait un film sur Anticosti. Il y avait un débarquement de l'industrie pétrolière à Anticosti et ce film-là, je le sais de sources sûres, là, par des gens qui étaient avec Philippe Couillard la veille du moment où il a déclaré qu'il n'allait pas être celui qui allait scraper l'île d'Anticosti, l'exploitation pétrolière. Donc, j'ai su que mon film avait eu une certaine incidence. Je vous dirais que j'ai foi dans le fait que les citoyens rassemblés, résistants à l'envahisseur, peuvent faire des gains importants. Et au Québec, ces dernières années, on a arrêté l'industrie du gaz de schiste, on a arrêté le projet pétrolier à Anticosti, on a arrêté le projet de port méthanier à Cacouna, on a arrêté le projet de port méthanier de Rabasca à Lévis, on a arrêté, même si c'est une décision de l'industrie, ils sentaient venir la résistance très forte du projet d'Énergie-Est qui voulait passer un pipeline d'ouest en est. Ils nous reviennent avec quelque chose sous un autre masque, sous un autre nom, plus au nord, où il va y avoir moins de monde pour résister, là. Donc, ils sont toujours à l'affût de moyens de sortir le pétrole. La démocratie avait parlé aussi, et ça fait partie, je dirais, de ma réflexion qui m'a mené au pacte. Le printemps dernier, le premier ministre Trudeau, qui a été élu démocratiquement sur la base de promesses où on allait, au gouvernement du Canada, cesser les subventions à l'industrie pétrolière. Bien, le printemps dernier, il achète à coût de 5 milliards de dollars un pipeline dont l'industrie elle-même ne veut pas parce qu'il n'est pas un super État pour favoriser l'augmentation de la production et de la distribution, de la combustion du pétrole de l'Ouest. Le même premier ministre Trudeau qui a été élu démocratiquement sur la promesse de cesser les subventions à l'énergie fossile, confirme les subventions du gouvernement fédéral en décembre dernier de 7 000 wagons-citernes pour transporter davantage de pétrole de l'Ouest vers l'Est, sur un territoire où le transport par wagon-citerne du pétrole a brûlé vif 47 de nos concitoyens en juillet 2013, à Lac-Mégantic. Et moi, je n'admets pas qu'on nous dise « Nous avons un plan et notre plan fonctionne. Nous sommes en transition, il faut être patient. » Les scientifiques nous disent « Il y a urgence. Il faut agir maintenant. » Et honnêtement, si j'avais foi en quelqu'un, un seul politicien qui m'inspirait confiance, je serais là derrière lui pour souffler dans sa voile. Mais je le dis sans prétention, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans la classe politique que je vois sous la grande influence de l'intérêt extrêmement puissant du lobby du pétrole et du gaz. Alors, j'en appelle à vous. Je pense que nous, on peut faire une différence si on fait entendre notre voix, si on se mobilise. Parce que c'est cette force-là, la démocratie, le peuple qui se lève, un peuple de toute allégeance, qui, dans les dossiers qui m'ont intéressé depuis 2010, ont fait une différence. Plus que les groupes environnementaux, plus que les syndicats, plus que les médias, c'est les citoyens. Bien sûr, relayés par les médias, par les groupes environnementaux et le reste. Non, moi, je suis un artiste. J'ai la crédibilité d'un artiste. Je pense que, comme, tu sais, on m'a donné plein de prix puis de reconnaissance et beaucoup d'argent pour faire l'artiste et j'arrive à bien faire ma job. Donc, dans ce département-là, je suis assez crédible. Mais je demeure un poète, un metteur en scène. Donc, je me suis entouré, à partir de la mi-octobre, d'une gang de scientifiques, dont Catherine Potvin, qui est une des grandes sommités canadiennes en matière de réchauffement climatique, a rédigé un pacte. Un soir, le 15 octobre dernier, j'étais au Théâtre d'aujourd'hui, qui fêtait ses 50 ans, puis le directeur artiste du théâtre, Sylvain Bélanger, m'offre une soirée de carte blanche, puis je lui dis, bien, je vais aller faire part de mon questionnement à ma communauté. Donc, dans une salle plus petite que celle-ci, 300 personnes à peu près, j'invite ma femme, mes 3 fils, mes oncles, mes tantes, mon frère, ma sœur, des amis du milieu artistique, du cirque, des militants, des philosophes. Puis l'autre moitié de la salle, c'est du vrai monde qui ont acheté des billets. Puis je fais part de mes interrogations. Et à la fin, au bout d'un spectacle que j'ai appelé « J'aime Christine Beaulieu », là, en hommage à cette comédienne qui a fait un très beau spectacle sur Hydro-Québec qui s'appelle « J'aime Hydro ».
je lance l'idée d'un contrat social. Je dis, un peu résumant la démarche dont je viens de vous parler, je dis, bien, je pense qu'il faut se lever debout au milieu du désordre, dans la condition tragique qui est la nôtre présentement, puis essayer de répondre à l'envahisseur, puis de dire oui à certaines choses et non à certaines choses. Affirmer qu'il y a des choses où on croit qu'il y a des choses qui doivent croître et des choses qui doivent décroître dans le monde dans lequel on vit, pour relayer l'expression de Edgar Morin, grand penseur français. Et donc, je lance cette idée d'un contrat social, un Green New Deal avant l'heure. Et je me mets rapidement à rédiger avec Catherine Potvin, avec Normand Mousseau, qui est un expert en énergie, qui sont présents dans la salle ce soir-là, que j'ai invité, avec quelques militants écologistes, Patrick Bonin, mais surtout des bonnes plumes, Anaïs Barbeau-Lavalette, l'auteur de La femme qui fuit, Alexis Martin, comédien, qui est un ami, Véronique Côté, les philosophes Alain Deneau, Normand Baillargeon, que vous connaissez peut-être. Donc, on a pendant Laure Varidel, militante écologiste de la première heure. Donc, on commence un jeu d'écriture où, au bout de 2 semaines, 3 semaines de travail, on arrive à ce qu'on a appelé le pacte pour la transition. Et essentiellement, le pacte, ce qu'il dit dans son préambule, c'est la situation que je vous décris, c'est-à-dire que la science nous dit que ça va mal, Guterres en appelle à la société civile, donc il faut agir, les gouvernements n'y arrivent pas, et pourtant au Québec, on a des solutions, on a une capacité de réagir positivement à cette alerte-là, mais visiblement, c'est pas là qu'on s'en va. Ce faisant, comme individu, on va s'engager à faire notre juste part. Et il y a des choses qu'on peut faire individuellement, qui vont peut-être légitimer plus les revendications politiques qu'on va avoir si on est les premiers à prendre acte, à dire « OK, on va faire notre bout ». Et il y a des champs d'action qui sont les nôtres. J'arrive difficilement à avoir un pourcentage parce que c'est pas si simple que ça, sachant qu'il y a des trucs qui relèvent plus du collectif et des trucs plus qui relèvent de l'individuel, mais on pourrait dire que si on changeait tous nos comportements individuels dans le transport, notamment surtout notre rapport au pétrole et au gaz, mais aussi dans l'alimentation. C'est-à-dire que quand on se met à se questionner sur le pétrole et le gaz, on se rend compte à quel point il y en a partout, au point qu'on est rendu qu'on mange du pétrole puis du gaz, de la pétrochimie qu'un lanceur d'alerte essaie de dénoncer, l'influence indue de la pétrochimie sur notre façon de cultiver ce qu'on finit par absorber. Donc, on est rendu vraiment intoxiqué au pétrole, drogué au pétrole. Puis on a une espèce de cure importante à faire et sur nos gestes individuels, on peut poser des gestes qui vont faire une différence. Donc, dans le pacte, on a listé par ordre d'importance, sans que ça soit une approche là, trop lourde ou trop scientifique, les gestes individuels qu'on peut poser. La grande part à laquelle il faut s'attaquer, c'est notre façon de se transporter. C'est-à-dire qu'un des principaux agents de combustion du pétrole, c'est la voiture. Et donc, on est passé, là, tu sais, moi, quand j'étais au cégep, il n'y avait pas un char dans le stationnement, là, il y avait... Puis là, bien, j'en fais une tournée, là, les stationnements sont grands, sont pleins. Il y a eu un changement de comportement. Aujourd'hui, là, malgré l'appel de la science, le char le plus vendu au Canada, c'est le Ford 150. C'est un des plus grands émetteurs. Mais en marge de ça, il y a un gars à Varennes qui a inventé un Ford 150 électrique. Donc, il y a un transfert de technologie possible. Il y a des solutions qui ne sont pas parfaites parce que, oui, le char électrique a une empreinte écologique importante à sa fabrication, considérant les terres rares, le lithium, ce qui est dans l'ordinateur et dans le cerveau même de ces voitures-là. Il y a une empreinte écologique même qui est plus lourde que celle de la fabrication d'une voiture à combustion au pétrole. Mais sur une durée de vie, il est indéniable que la voiture électrique a une empreinte beaucoup moins grande que celle du char au pétrole, malgré la désinformation que le lobby du char à pétrole et du monde du pétrole a tendance à faire aussitôt qu'ils ont une chance. Un soir, je m'en vais faire... Tout le monde en parle avec une des grandes spécialistes du transport au Québec, Catherine Morancy de la Polytechnique. Puis elle a lancé le débat en disant, bien, la voiture électrique, c'est pas la solution. Et là, l'industrie du pétrole ont-tu assez sauté là-dessus? Ce que Catherine voulait dire, c'est que, un, il y a une empreinte écologique à la voiture électrique et que, deux, on remplacerait tout le monde qui sont tout seuls dans le char, dans les heures de pointe, dans des chars en pétrole par des chars électriques. On n'a pas réglé le problème de la congestion dans les grandes villes. Donc, ça veut pas, c'est pas la panacée, la voiture électrique. Il reste que dans le contexte québécois, particulièrement où notre électricité est produite de façon renouvelable, c'est pas comme si on allait brancher notre char sur une centrale qui produit son électricité avec du mazout, du charbon ou du gaz. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on serait tous électrifiés dans nos chars solo. On aura encore des problèmes majeurs de congestion, mais on aurait réduit une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre. Sans aucun doute. Là, je ne veux pas vous donner de référence, mais tout ça,
Je suis un poète, là, mais j'essaie de lire puis de me documenter. Donc, bon, après ça, il y a des débats d'experts d'en plus finir. Puis, évidemment, qui a intérêt à ce que le char électrique ne prenne pas trop de place? L'industrie du pétrole. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a listé dans le pacte un certain nombre de gestes individuels qu'on peut poser. Moi, j'ai découvert, par exemple, je le savais un peu, mais là, ça m'a comme mindé à quel point la viande peut avoir une incidence, à quel point la viande d'élevage industriel, qui est la principale viande qu'on mange, là. Puis, tu sais, après ça, j'ai eu des débats parce que le pacte n'est pas parfait, là. Puis il y a du monde qui n'ont pas signé le pacte parce que c'est des éleveurs de viande bio. Puis ils disent, bien là, tu dis au monde de ne plus manger de viande. Je dis, bien, on dit au monde de réduire de moitié. Fait que moi, je ne vais pas virer végane parce que j'ai signé le pacte, mais j'ai diminué radicalement ma consommation de viande depuis quelques mois. Moi, j'ai déjà été millionnaire en Mille Air Miles. Avec le cirque, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et j'adore voyager depuis que je suis tout jeune. Ça m'avait amené avec mon prof de géo. J'ai achalé mon prof de géo en secondaire 3 toute l'année pour qu'on aille au Yukon parce qu'au premier cours qu'il avait donné, il avait dit « Moi, j'ai fait le tour du Canada, je suis allé partout, mais je ne suis jamais allé au Yukon. » Je disais « On va aller au Yukon. » Puis à la fin de l'année, il m'invitait à venir au Yukon. Puis c'est dans ce voyage-là que je suis passé par Fort Nelson. Ça pour dire que j'ai toujours eu la queue de veau, là, comme dirait mon père, le grand désir du voyage. Un de mes grands héros, c'est Ulysse. Ulysse de Homère, l'homme qui a tant voyagé. Et donc, pour moi, le plus grand sacrifice, là, c'est de réduire radicalement ma consommation de billets d'avion. J'y arrive, là, mais comme la notion de gros sacrifice, là, j'ai fait il y a 2 ans la liste des voyages qui me restaient à faire, là, puis je me dis, bien, si je veux faire tous ces voyages-là, au moins 40 jours par voyage, il faudrait que je commence tout de suite. Puis là, bien, j'ai mis un hold, même il fallait que j'aille retourner travailler à Las Vegas, puis j'ai tout fait par ordinateur, puis j'ai réussi à pas y aller. Bon, je suis pas parfait, là, je vais sûrement en faire, je vais tricher un peu. J'ai un de mes grands amis dans le pacte qui s'en va au Pérou, là, puis il se sent bien coupable à toute fois qu'il m'en parle. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de vivre, mais en même temps, il faut vivre dans la conscience que, comme individu, on peut faire plein de sacrifices, puis un vol d'avion va venir annuler tous ces sacrifices-là. Fait que là, c'est la difficulté dans laquelle on se trouve, tu sais. Donc, tout ça pour dire que dans le pacte, il y a un engagement individuel à faire sa juste part. Les médias de droite, surtout, les chroniqueurs ont dit « Ah, là, les artistes ne viendront pas nous faire la morale. Guy Laliberté vient me faire la morale. » Bien, j'ai dit, tu devrais être content si ça y a pris 15 toilettes puis un voyage en fusée pour comprendre qu'il devrait peut-être réduire individuellement son empreinte écologique. Tu devrais être content qu'il le fasse. Sa réduction à lui, elle va être bien plus grande que la tienne. Fait qu'achale-moi pas avec ça. Ouais, mais là, y a-t-il une police qui va aller le surveiller? Je dis, bien là, après ça, c'est entre lui et sa conscience, comme nous autres. On va pas ériger en système une police verte qui va s'assurer que tout le monde fait son contrat. L'idée, c'est qu'on va s'engager. Et je l'ai employé la formule souvent de Laure Varidel, qui est peut-être une des citoyennes les plus exemplaires à cet égard. Laure, là, tu es au restaurant avec elle, tu commandes un café, elle dit, es-tu équitable, es-tu bio? Puis s'il ne l'est pas, elle n'en prend pas de café. Tu sais, elle est vraiment, elle a probablement, c'est peut-être la personne normale qui a l'empreinte écologique la plus légère, alors que Guy Laliberté, c'est sûrement le gars que je connais qui a l'empreinte écologique la plus lourde. Je dis, bien là, tout le monde devrait faire son bout. En échange de quoi? Et c'est là le cœur du pacte. C'est que nous, on va faire un pacte entre citoyens, mais on va surtout faire un pacte de citoyens à gouvernement et à industrie. Donc, nous, sachant bien que la somme de nos gestes individuels ne suffira pas, avec la force du nombre, on réclame qu'on ait des politiques à la hauteur du défi qui est posé par la science. Et ça commence par quoi? Là, je travaille là-dessus, j'essaie de vous faire une synthèse. Je n'ai pas la vérité, mais la première chose pour moi qui est importante, et je suis étonné de l'état d'ignorance actuel, considérant la situation dans laquelle on se trouve, c'est reconnaître qu'on est dans un état d'urgence. La science nous dit ça. Puis là, je ne veux pas geler personne. C'est rendu qu'il y a des caricatures de moi dans le Journal de Montréal de curé vert qui annonce la fin du monde. Je n'annonce pas la fin du monde pour le plaisir de vous relayer l'imaginaire de Dante. Je relaye le message de milliers de scientifiques qui étudient le comportement du climat, qui étudient le fond des océans, comment la nature se comporte. On assiste présentement à une perte de biodiversité hallucinante. Et la courbe, elle va comme ça. On n'est pas en train d'infléchir le cours des choses.
Ça continue de s'accélérer. Alors, la science nous dit qu'il y a un état d'urgence. Quand je suis allé voir François Legault au lendemain du pacte, dans une grande erreur stratégique où j'allais désamorcer mon rapport de force parce que je voulais me pointer en homme de bonne volonté, l'alerter de la même situation qui m'alerte. Je m'assois devant lui, je le regarde dans les yeux, je dis « Monsieur Legault, moi, je suis là ici aujourd'hui parce que j'ai 3 fils. Et je sais que vous avez des enfants. Et je suis là pour vous faire prendre conscience de ce qui, moi, me dévore. Puis je devrais être au cirque après-midi, mais je suis dans votre bureau parce que je pense qu'il faut répondre à une chose, c'est ce que la science nous dit. » Et là, je lui ai fait un résumé du rapport du GIEC en 5 minutes, de l'état de la situation. Et ensuite, je lui dis, ça, M. Legault, ça veut dire qu'on est dans une situation d'urgence et que vous pouvez être un héros national ou bien un pas bon dans ce jeu-là. Là, vous avez été élu, puis vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de programme, vous ne savez pas quoi faire, on va vous aider. Puis on va créer un rapport de force, les citoyens, on va signer le pacte, puis on va faire notre bout, mais faites votre bout. J'ai été très heureux de me rendre compte, 3 semaines plus tard, quand il a prononcé son premier discours à l'Assemblée nationale, où il a dit « Je ne pourrais pas regarder mes fils dans les yeux sans avoir répondu à l'urgence climatique. » Alors, au moins dans son discours, un jour, il a reconnu l'urgence. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ou à peu près rien. Il avait nommé une mauvaise ministre. On l'aimait bien, là, Marie-Chantal, mais on avait juste peur qu'elle pète aux frettes les 2 conférences de presse qu'elle a données. Tu dis, mon Dieu, il n'aurait pas nommé quelqu'un comme ça à l'éducation, à l'économie, aux finances, au Conseil du Trésor. Mais là, chair à canon, c'est pas grave. Et comme de fait, au bout, c'était tellement évident, tellement honteux qu'il l'a changé. Pauvre elle, je veux dire, je pense que c'est une bonne femme, c'est une ingénieure, une femme d'affaires, une femme brillante, mais elle n'était pas à sa place. Et là, l'idée m'est venue de... Marguerite Blais, quand elle parle des aînés, là, les aînés, là, ils ont une championne. Il y a quelqu'un qui s'occupe des aînés, puis qui a ça à cœur, puis il est allé pour ça, puis il va se passer quelque chose pour améliorer la situation des aînés. Mais au ministère de l'Environnement, le gars qu'on a nommé en remplacement de Marie-Chantal Chassé, est-ce notre champion pour l'environnement? Ça fait 3 fois que je le rencontre et je lui repose la question. Puis, en habile politicien, il ouvre le dialogue, on discute, il m'a écrit, il m'a envoyé un texto encore un matin pour me féliciter de mes contributions aux propositions de la CAQ à Laval, à table de consultation samedi dernier. Je discute avec les gens. Je me promène, je suis dans la rue le vendredi après-midi avec les étudiants de secondaire. Je suis ici aujourd'hui, je me promène partout, en haut, en bas, à gauche, à droite, pour propager le sentiment d'alerte, le sentiment d'urgence, qu'on reconnaisse l'urgence de la situation. Maintenant, on ne veut pas se laisser paralyser par cette urgence-là. On est des êtres humains solides, puis on a une capacité à se tenir debout au milieu du chaos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Legault, la première chose que vous avez à faire une fois que vous avez reconnu l'urgence, c'est respecter les cibles, les obligations politiques qu'on s'est données quand on a signé l'accord de Paris. C'est même en deçà du minimum exigé par les scientifiques du GIEC. Alors, vous êtes à 37,5. Si vous n'êtes pas meilleur que ça, vous n'aurez pas atteint l'objectif qui est énoncé par la science, la plus récente, la connaissance scientifique. Si on reconnaît qu'on croit dans la science nous dit qu'il faut diminuer de moitié d'ici 2030. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi le plan? Là, les libéraux... Oui, les libéraux. Très bien, on a compris ça. Mais là, maintenant, là c'est plus les libéraux, c'est vous. C'est quoi le plan? Il n'y a toujours pas de plan. Il y a des propositions, là. J'étais allé, j'ai pris ma carte de membre. Là, on va réduire les déchets, on va réduire les pesticides. Il y a plein de bonnes propositions avec lesquelles tout le monde est d'accord. Mais on n'est pas en train de prendre le taureau par les cornes. On est en train d'envoyer des écrans de fumée qui vont donner l'impression, avec des politiques qui vont avoir un impact immédiat dans la vie des gens positif. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il devrait y avoir moins de pesticides, moins de gaspillage alimentaire, moins de bouteilles de plastique, plus de récupération à SAQ, name it. On est tous d'accord là-dessus. Fait que la CAQ, ils s'en vont là. Mais prendre le taureau par les cornes puis s'assurer qu'on va réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre avec le pétrole et le gaz, ils ne savent pas comment faire. Parce que le lobby puissant, il y a 175 lobbyistes qui défendent aujourd'hui les intérêts du gaz naturel au gouvernement du Québec. Peut-être 125, peu importe. Il y a un paquet de monde. Là, ça m'ennuie. C'est pour ça que les caméras, des fois, je dis 175, là, vont me faire achaler par Richard Martineau parce que c'est 126. Puis là, il va faire 3 chroniques puis 2 émissions de TV là-dessus.
Par exemple, OK, à la CAQ cette semaine, on a voté une proposition, je dis on, là, on exclut la personne qui parle par moment, là, une proposition à l'effet qu'il fallait favoriser le développement du gaz naturel renouvelable. Ça, c'est la nouvelle affaire, OK? Il y a eu à Saint-Hyacinthe, il n'y a pas très longtemps, une expérience de biométhanisation, c'est-à-dire utiliser les déchets agricoles, les déchets du compost pour pouvoir fabriquer du gaz naturel, ce qui est en soi une bonne mesure. On pourrait multiplier cette expérience-là et faire une meilleure gestion de nos déchets et se fournir en gaz naturel. Donc, il est permis d'appeler ça du gaz naturel renouvelable. La semaine dernière, il y a un décret du gouvernement qui est publié. Là, je pourrais vous sortir, là, encore une fois, là, mais le décret du gouvernement dit qu'on va obliger l'industrie du gaz naturel à des minimums de 1 % l'an prochain et jusqu'à 5 % d'ici 2025. Les chiffres sont peut-être pas 2025, là, c'est peut-être 2026, mais en tout cas, le 5 %. Donc, on encourage le développement du gaz naturel dit renouvelable. Ce faisant, on ouvre la porte aussi à ce que l'État finance la distribution de ce gaz naturel-là en favorisant l'expansion du tuyau qui a été confirmé, va se rendre aujourd'hui dans 2 ans jusqu'à Montmagny et le reste. Le gazoduc qui va amener du gaz naturel liquéfié jusqu'à la Côte-Nord pour permettre la création de la richesse et de plus d'emplois. Dans un monde où, au Québec, présentement, on n'est pas loin du plein emploi, soit dit en passant. Donc, le gaz, il va permettre à Énergir, qui a changé de nom, parce que gaz, ça paraissait pas très bien, gaz, depuis la saga du gaz de schiste, donc on va s'appeler Énergir. Nous sommes l'énergie de l'avenir. On va pouvoir dire, nous transportons du gaz naturel renouvelable dans notre tuyau. Aujourd'hui, 75 % du gaz naturel qu'on consomme, c'est du gaz de schiste, qui, à l'extraction, a une grande émission de méthane, qui est un gaz à effet de serre 30, 40, 80 fois, 70 fois plus important que le monoxyde de carbone, que le dioxyde de carbone, le CO2. Donc, à la source, la fabrication du gaz de schiste est mortifère. Elle va dans le sens d'une augmentation des gaz à effet de serre. Mais on va faire croire à la population que le gaz naturel qu'on utilise est renouvelable. Et c'est vrai, mais à proportion de 5 %. Alors, moi, je n'admets pas cette hypocrisie-là. Je vais vous donner un autre bel exemple. Il y a 3 mois, Henri Jacob, un militant de la première date en Abitibi, un des fondateurs de l'Action boréale avec Richard Desjardins, qui est à l'origine du grand coup qu'on a donné là, avec le film Erreur boréale sur les forêts. Henri Jacob m'appelle pour me parler d'un projet d'exploitation minière qui a lieu présentement à Saint-Mathieu-de-la-Ricana, près de l'Esquerre, qui nous distribue l'eau ESCA, que vous connaissez sans doute, là, qui est une des eaux les plus pures au monde. Or, il y a un projet de développement minier d'une Australienne, la minière Sayona, pour une mine de lithium. Lithium dont on a besoin pour notre transition énergétique parce que ça favorise, ça fait partie de la composante des chars électriques. Mais il est possible que cette extraction-là ait un impact sur une des eaux les plus pures au monde. Mais on va créer de la richesse, on va créer des jobs. Alors là, on peut-tu avoir un débat? On peut-tu savoir comment ça va se faire? Le lieu du débat démocratique par excellence au Québec, ça s'appelle le Bureau des audiences publiques en environnement, où on va mettre l'ensemble de la connaissance au milieu de la table pour s'assurer qu'on va prendre démocratiquement, de façon avisée, de façon éclairée, préalable, on va pouvoir confirmer la validité du projet ou la manière dont le projet devrait être mené. Or, pour contourner l'étude en environnement, la minière australienne engage comme conseiller principal, je ne vais pas dire principal, c'est peut-être pas principal, des fois Alors, la minière Sayona, c'est adjoint des services de l'ancien président du Bureau d'audience publique en environnement, l'ancien président du BAP, Pierre Renaud, qui connaît bien les règles du BAP, puisqu'il en a présidé l'organisme, pour proposer à la minière que à 2000 tonnes d'extraction par jour, tu es obligé de te soumettre aux audiences publiques en environnement. Mais si vous mettez dans votre proposition 1900 tonnes par jour, vous allez donc pouvoir vous soustraire au BAP. Alors, c'est la proposition. Et là, les maudits citoyens, les maringouins, les intransigeants, les chialeux, ils disent non, vous n'allez pas
polluer notre eau. Ouais, mais là, vous n'allez pas nous empêcher de créer de la richesse puis de créer de l'emploi. Fait que, hey, on a nos experts au ministère. Dixit le ministre de l'Économie, Fitzgibbon. On n'a pas besoin d'un BAP. Nous autres, on est là pour créer de la richesse. On est des pragmatiques. On ne va pas paralyser l'appareil de l'État avec une gang de parleux, de jaseux, de fonctionnaires puis d'ayatollahs qui vont venir nous dire comment faire de la business. Raoul Duguay, que vous connaissez peut-être, qui est un chanteur, l'homme d'un grand succès, appelé La Bite à Tibi, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait quelques spectacles, m'appelle. Il me dit, Dominique, on s'en va à Québec dans 2 semaines ou la semaine prochaine de réclamer une audience publique en environnement. Tu peux-tu nous donner un coup de main? Alors moi, j'écris une lettre, puis j'explique la situation, un courriel que j'envoie à 250 000 signataires du pacte, en leur disant, bien là, voici la situation. Ils sortent mercredi, il y a une pétition qui réclame un BAP, il y a 4 000 personnes qui ont signé la pétition. Ça sera le fun qu'on signe tout le monde. En quelques jours, suite à la conférence de presse, la pétition a monté à 30 quelques mille. Donc, cet appel-là a eu un impact évident. Par un effet du hasard, des fois les planètes sont bien alignées, j'avais rendez-vous avec le ministre Fitzgibbon pour lui parler du pacte. Et le lundi matin, suivant cette conférence de presse-là, je lui dis « Monsieur Fitzgibbon, prenez-nous pas pour des épais. On comprend que vous voulez créer de la richesse puis des jobs. Moi, là, je suis un producteur de spectacles. J'en ai créé des jobs. Je suis un libre entrepreneur. Je suis très jaloux de ma liberté d'entreprise. Je comprends ça. Mais moi, quand mon show n'est pas bon, il n'y a pas de monde dans la salle. Fait que si votre show n'est pas bon, peux-tu s'assurer qu'on va mettre tous les enjeux autour de la table et on va s'assurer que le développement se fait, s'il doit se faire, dans les bonnes conditions. Fait que moi, j'ai pas envie de jouer ce rôle-là, mais je peux être un caillou vraiment tannant dans un soulier. Alors, je vous conjure, ça prend un BAP. Et là, dans son bureau, ce matin-là, il dit très bien, il va en avoir un BAP. Je ne veux pas dire que c'est à ma demande, mais le fait que des humbles citoyens se manifestent exige que la science soit au cœur des décisions qu'on prenne, au nom du respect de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire et de la terre dont on se nourrit, puisse imposer à l'industrie qui run la business, dans un monde où les agissements généraux de l'industrie présentement font en sorte que le monde se dégrade de jour en jour. Et aujourd'hui, face à l'inquiétude nommée par les scientifiques, on est à la croisée des chemins. Soit nos décisions continuent de nous enligner dans un monde qui se dégrade, soit on essaie de prendre un virage qu'on appelle la transition pour éviter le pire. Parce que c'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de se dire on va retourner à l'âge des cavernes. Mais on n'est pas en train de se dire non plus il n'y en aura plus de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est déclenché. Le Nord, là où on connaît où on remarque les changements les plus marqués, je suis allé, moi, camper sur la banquise en 2009, au mois de mai. C'est la saison de la chasse. Au moment où les glaces commencent à s'en aller, là, les territoires s'ouvrent, puis là, bien, les oiseaux viennent, les mammifères marins sortent. C'est la grande saison de la chasse pour les Inuits. En 2 semaines où j'ai été là, on a décampé de la banquise 2 fois parce qu'on était à risque de partir sur la banquise à la dérive. Et les chasseurs, les vieux chasseurs armés qui étaient avec nous, qui nous guidaient, là, qui nous protégeaient des ours polaires, disaient, on ne voit pas ça. On voyait ça de temps à autre. Et là, à toutes les années, il y a ce phénomène-là. Les endroits où on vient depuis des générations sont à risque. Et là, je vous parle d'une situation qui a hautement dégénéré depuis 10 ans. Le pergélisol, les glaces renferment des quantités importantes de méthane qui vont être relâchées. On est en train de... Il y avait un article d'une revue scientifique il n'y a pas très longtemps qui dit « On a perdu l'Arctique ». Donc, ce réchauffement-là, il a commencé, puis les réactions vont continuer. C'est-à-dire qu'on a connu à Montréal l'été dernier une période de canicule importante. Il y aurait eu jusqu'à une centaine de morts causées par la canicule. Ce n'est pas un épisode restreint dans l'espace. Cette année, cette canicule-là, elle a continué, ce qui fait qu'en Australie, cet hiver, ils ont connu des sommets de 50 degrés centigrades. Ce qui fait que tout à coup, là, il y a un éveil populaire immense, puis il va y avoir... On a lancé une corvée de plantation de 1 milliard d'arbres
en Australie pour les prochaines années pour essayer de prévenir. Donc, il y a encore des gestes qu'on peut poser pour prévenir, mais il y a aussi des gestes qu'on doit poser pour s'adapter au changement, pour être résilient, parce que là, on n'est plus en train de parler d'un monde qui s'en vient, on parle d'un monde dans lequel on est. Et ce monde-là, puis je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais ce que la littérature scientifique nous dit, c'est que la courbe est exponentielle. Tu sais, une courbe exponentielle, là, David Suzuki avec cette très belle image, sur un étang, il y a un nénuphar un jour, puis dans la courbe exponentielle, le lendemain, il y en a 2, le surlendemain, il y en a 4, l'autre jour et d'après, il y en a 8, il y en a 16. La veille que l'étang soit complètement recouvert de nénuphars, il y en a juste la moitié de l'étang qui est recouvert. On est dans cette courbe-là. Et les scientifiques ne veulent même plus répondre de ce qu'ils appellent l'effet domino, c'est-à-dire à partir du moment où les courbes de rétroaction négative sont déclenchées, de tout le cocktail que peut occasionner une inondation là, la hausse du niveau des océans, l'acidification, les tornades, les feux de forêt. Plus les forêts, on le sait, sont des grands capteurs de carbone, donc plus il fait chaud, plus les forêts s'assèchent, plus les feux sont à risque, plus il y a de feux, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre, plus la température augmente, plus c'est sec, plus les forêts sont à risque de faire des feux, plus elles envoient de la combustion. On rentre dans ces cercles vicieux d'effets majeurs sur le climat auxquels on doit s'adapter. Les degrés politiques aujourd'hui les plus en état d'alerte sont les municipalités. Elles ont signé, il y a au moins 360 municipalités depuis le mois d'octobre grâce à une opération de citoyens qui s'appelle la Déclaration d'urgence climatique. Il y a une somme de citoyens qui sont venus porter à leur conseil municipal la Déclaration d'urgence climatique et les municipalités qui sont sur la ligne de front parce qu'ils dealent avec le feu de forêt. Et moi, j'ai un ami maire dans la Côte-Nord, c'est lui qui a évacué le village à un moment donné parce qu'il y a un feu de forêt qui s'en venait, puis il appelait à Québec 8 fois par jour, puis il disait « Oui, on s'en occupe, on s'en occupe ». À un moment donné, il a fait « Il s'en occupe pas », puis là, le feu va tout nous ramasser. Puis le feu est venu à moins d'1 kilomètre du village de Béjoine-Betz, sur la Côte-Nord, et c'est lui, de son propre chef, qui l'a évacué. Ce que je veux dire, c'est que les municipalités étant sur les lignes de front dans des histoires de feux de forêt, d'inondations, de rivages qui se font ramasser par les tempêtes, comme on a connu cet automne aux Îles-de-la-Madeleine ou en Gaspésie il y a une couple d'années ou dans le bas du fleuve. Donc, les municipalités sont sur la ligne de front, ils sont plus préoccupés. Pourquoi? Pour essayer de réagir quand la tempête est là. Mais il faut aussi qu'on continue à nourrir la prévention qu'on peut faire. La prévention, on peut la faire comment? En réduisant notamment le transport, les émissions par les chars. Donc, ça veut dire favoriser le transport actif, favoriser le transport en commun, favoriser l'achat local qui fait qu'on va moins importer, on va moins faire venir de camions, etc., etc., etc. Donc, il y a une série de mesures et la connaissance, elle existe. Il y a des étudiants, il y a des profs, il y a des ingénieurs, il y a des entrepreneurs qui sont en mode solution et qui ont du succès avec les solutions qu'ils ont. Mais ça, il faut les exiger. Il faut dire, c'est de toute urgence, on a besoin de ces moyens-là. Donc, oui, la CAQ, vous allez faire une meilleure gestion des matières résiduelles ou du compost ou des bouteilles de plastique. Parfait, mais ce n'est pas assez. Là, c'est un mouvement majeur. Or, dans le dernier budget, la seule mesure réelle, tantôt j'ai dit il n'a rien fait, là, il a fait une chose. Il subventionne les chars électriques. Ça fait un bout de temps, mais là, on a augmenté ou on a reconduit de quelques centaines de millions les subventions aux chars électriques puis le nombre de bornes électriques. Donc, ce que je veux dire, là, même si ce n'est pas parfait, c'est que c'est quand même un geste dans la bonne direction. Mais à côté de ça, on est aussi... Ça, c'est 300 millions ou 700 millions. Trudeau a fait pareil. Mais pendant ce temps-là, c'est des milliards qu'on investit dans le pétrole et dans le gaz. Donc, il y a des solutions, il y a des progrès, mais le problème, c'est que la dégradation ou les investissements qui vont dans le sens d'une dégradation du monde vont plus vite, sont plus forts que les progrès. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pendant 1 an, j'ai arrêté de faire des choses, j'ai arrêté de militer, j'ai pas arrêté de réfléchir, je me suis payé du bon temps, j'ai voyagé, j'ai jardiné, j'ai planté des arbres, j'ai lu, j'ai écrit des poèmes, des lettres d'amour. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le prochain geste que je fais une fois que je rembarque sur la glace? Et pour moi, c'est devenu le pacte pour la transition. C'est ça j'ai pris un engagement d'être là à temps plein, bénévolement, pendant 2 ans, pour répondre à l'appel de Guterres. On a 2 ans pour agir politiquement, pour que les mesures se prennent, pour que d'ici 10 ans, on ait réussi à limiter les émissions de moitié, réduire les émissions de moitié.
C'est pas en train de se faire. On n'est pas en train de gagner la bataille. Moi, là, je suis un loser aujourd'hui devant vous. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'espère que vous allez prendre votre engagement, mais surtout faire sentir aux politiques l'importance que quelque chose se passe, quelque chose de convaincant, quelque chose de concret. Guterres, la semaine dernière, il y a un gros power là, des leaders en septembre prochain. Il dit « Je ne veux pas que vous arriviez avec des discours, je veux que vous arriviez avec des mesures concrètes. » La semaine dernière, Manon Massé m'appelle. Elle me dit « Demain, on va sortir avec un ultimatum au gouvernement. » Je dis « Ah, c'est super. » Le lendemain, je lis un ultimatum pour un plan dans 2020. Là, moi, je dis « Oh mon Dieu, on s'est mal parlé. » Moi, j'étais sûr qu'il allait exiger un plan pour 2019. On n'en est pas à une année près, mais il faut pousser, il faut mettre de la pression. Et ce qui se passe présentement sur le plan politique, ce n'est pas en train de nous amener dans le bon sens des choses. C'est encore en train d'alimenter la dégradation du monde. Et ça, c'est le credo politique dominant à l'échelle du monde. Puis au Québec, à cause de notre hydroélectricité, à cause de notre situation de privilégié, on peut être en mode solution. On est les mieux positionnés pour mettre au point des techniques innovantes, même si la technologie n'est pas la panacée, puis que ce n'est pas strictement avec la technologie qu'on va régler le problème. Il y a aussi un problème fondamental du système dans lequel on est, qui a bâti sa prospérité sur l'idée que les ressources étaient infinies. Donc, que la croissance était infinie dans l'extraction de ces ressources-là, la fabrication, la distribution, la consommation et la pollution qui mène au bout de ce cycle-là. On est en train de corriger ces trucs-là, mais on n'est pas en train de réduire l'extraction, le problème à la source. Alors, il y en a souvent, vous voyez des pancartes qui disent « c'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le système ». Moi, je ne suis pas ici ce midi pour dire « refondons le capitalisme ». Il y a probablement une partie de ça de vrai, mais je pense que je m'en tiens à cette formule d'Edgar Morin. Il y a des choses qui doivent croître, il y a des choses qui doivent décroître. Notre consommation, notre production, notre combustion du pétrole et du gaz sont les principaux ennemis pour que ça décroître, pour qu'on puisse prévenir le pire. Ça veut donc dire faire croître d'autres façons de faire. Les chars électriques en sont un, une meilleure alimentation, une réduction de la consommation, plus de plastique, plus de plastique dans les institutions. Vous irez voir sur le site du PAC, pour ceux qui s'intéressent, il y a Dominique Vézina qui a rassemblé des étudiants, des profs, des directeurs d'école, du monde du personnel pour lancer le pacte à l'école où il y a une série de mesures qui sont proposées, d'actions qu'on peut faire dans les communautés qui sont les nôtres, donc ici à l'école, où on peut voir avec les fournisseurs, avec la direction d'école, dire « OK, on sort le plastique de notre pratique. » Tout le monde peut s'acheter, tout le monde peut arriver avec son couteau, sa fourchette puis sa cuillère, Chris, puis c'est fini. Il n'y en a plus. Ouais, mais, non, pas de ouais, mais il n'y en a plus. Puis on ne peut pas strictement faire appel à l'éveil de nos consciences. Tu sais, souvent, je dis l'éveil de nos consciences. Il n'y a pas de stop au coin des rues, puis qu'on appelait juste à l'éveil de la conscience des automobilistes, de s'assurer qu'il y a un arrêt des accidents. À un moment donné, ça prend des stops au coin des rues. Ça prend des règles. Ça prend des règles simples, claires, qui nous convainquent du fait que, ah oui, au fond, ça serait peut-être mieux qu'on arrête, même s'il n'y a personne, c'est une habitude qu'on va prendre. Ça brime un peu ma liberté d'être obligé de faire un stop, ma liberté individuelle, qui est très importante. Mais par moment, il y a des impératifs où la liberté collective devrait avoir primauté sur la liberté individuelle. Je schématise, là, mais il y a beaucoup de ça dans le monde, où au nom de la sacro-sainte liberté individuelle, c'est comme si on était en train d'assassiner tout le monde, mais ce qu'on est en train d'assassiner en laissant partir avec le magot ceux qui profitent de l'exploitation indue de nos ressources, c'est le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est inadmissible. Fait que là, je vais me résumer, je parle beaucoup. Reconnaître l'urgence. Pour faire répondre à cette urgence-là, il faut atteindre nos cibles, il faut exiger qu'on atteigne nos cibles. Pour atteindre nos cibles, le cheval de bataille principal, ne nous laissons pas leurrer par tous les écrans de fumée qu'on va nous envoyer, c'est le retrait de 50 % du pétrole et du gaz. Ce retrait-là doit se faire, c'est la 4e revendication que je porte, en toute justice. On ne peut pas faire porter à la classe moyenne ou aux plus pauvres le prix de décision politique qu'on va prendre. Donc, et je reviens à l'exemple des Gilets jaunes qui est extrêmement éloquent. On doit exiger une transition énergétique qui nous fasse passer du pétrole et du gaz vers d'autres manières, mais cette transition écologique de notre économie, elle doit être juste. Nous devons revendiquer la justice, non seulement au sein de notre société, mais surtout peut-être à l'égard des peuples
d'ailleurs qui sont souvent les plus pauvres et ceux qui ont le moins profité de la manne qui a été occasionnée par la combustion du pétrole. Parce que le pétrole, là, il nous a rendus rapides, puissants, extraordinaires pendant un siècle. Là, moi, je ne dis pas que le pétrole, c'est pas merveilleux, je dis juste que c'est mortifère. Fait qu'à un moment donné, il faut dire, bien là, la merveille, un petit peu moins, 2 fois moins. Puis d'ici là, puis après ça, on va essayer, d'ici les 30 prochaines années, de trouver des façons de faire qui fassent en sorte qu'on réduise, oui, les plantations d'arbres, mais on n'arrivera pas strictement à donner le droit de polluer à des gens en s'échangeant des droits de polluer puis en compensant avec de la plantation d'arbres. C'est correct de planter des arbres, je le fais. Je pense, sur le site du Pacte, on a donné plein de liens. Les gens, puis il y a eu une espèce de coup, là. Ceux qui sont dans la business de la plantation d'arbres ont fait des affaires d'or depuis le lancement du Pacte parce que les gens ont pris conscience que, OK, là, j'ai mon billet pour Cuba, mais ça se peut que je vais faire le calcul. Puis si je fais planter 100 arbres dans 50 ans, je vais avoir compensé avec 100 arbres mon voyage à Cuba. Bon, fait que c'est une façon, c'est correct de le faire, mais c'est pas la panacée. Il ne faut pas s'asseoir là-dessus, parce qu'ils nous disent ça aussi. « Oui, mais la technologie va tout arranger, on va compenser. Le marché du carbone va tout régler. » Non, le marché du carbone, c'est quand même s'échanger des droits de polluer. OK? Fait que si on continue de polluer, on continue de polluer. Il faut réduire de moitié. Oui, le marché va s'en occuper. Le marché va s'en occuper dans une certaine mesure. Mais le marché a aussi besoin d'une police qui donne des lois, des règles claires, et cette police-là, c'est la démocratie. C'est le pouvoir politique. Parce que le libre marché, il nous amène dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il faut imposer le respect. Et il n'y a que, à mes yeux, il y a 2 choses qui vont pouvoir changer le cours des choses, à mon avis, la démocratie ou la nature. Ça se peut que quand la nature nous donne une ride, comme Moby Dick donne une ride au capitaine Ahab dans sa quête d'huile, ça se peut que le choc soit très violent et qu'on n'arrive pas à s'adapter et à s'y rendre. Et peut-être que les mondes de Mad Max puis Blade Runner sont plus réalistes que quelque autre monde qu'on puisse s'imaginer pour la suite des choses. Moi, je pense qu'il faut être en phase avec la nature, mais il faut aussi se méfier de la violence de la réponse suite à la violence qu'on lui fait. Alors, je pense qu'en attendant que la nature nous donne la leçon suprême, il faut faire confiance à la démocratie, à notre pouvoir d'agir. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Alors, j'en appelle à votre souveraineté d'individu pour que collectivement, avec la force du nombre, on puisse imposer le respect pour répondre aux défis que la science nous pose et qu'on exige des politiques à la hauteur de nos aspirations et du monde dans lequel on veut vivre. Fait que, dernière chose, puis après ça, j'aimerais ça que le temps qui nous reste, excusez-moi, je suis vraiment bavard, là. D'habitude, je demande à quelqu'un de me le dire, de me donner un petit coup de pied dans les jarrets. Je vous ai donné un carton. S'il y en a qui n'ont pas eu, je pourrais en donner d'autres, mais je vous conjure à genoux de signer le pacte. Ceux qui l'ont déjà signé, de le faire signer. Tu sais, vous irez voir le compteur, s'il y a 100, 150 signataires de plus en fin de journée, bien, parce que moi, je me suis commis pour 1 million, tu sais, puis là, j'ai l'air un peu fou avec mes 268 000 signataires, même si je suis très fier de cette masse critique-là, parce que là, on le voit que quand on fait un appel à sortir dans la rue, quand on fait un appel pour le BAP, on a fait un appel hier, ces derniers jours, il y a 2 semaines, OK, lundi, j'étais à l'Université d'Ottawa, il y a des étudiants en droit qui sont en train de rédiger une loi contre l'obsolescence programmée. Fait que j'ai participé à ce projet-là avec eux, indirect, de loin, là, je ne veux pas prendre de crédit qui ne me revient pas, mais j'ai contribué à ma manière. Et puis, donc, c'est extraordinaire de voir que tout à coup, c'est des jeunes, c'est du monde qui dit « OK, il n'y a pas ça, là, on va le faire. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un truc, on identifie un problème, puis on va le régler pour la suite du monde. » C'est une opération de transition. On va plus réparer, on va moins jeter, on va obliger que les guides, que la durée de vie soit plus grande, que les guides de réparation soient fournis par le vendeur, etc., etc. Donc, une série de mesures extraordinaires. Le projet n'est pas parfait, mais il y a une volonté politique qui vient des citoyens. Le gouvernement n'est pas en train de faire ça, là. Et là, ils ont invité un jour Marois Risky, Lise Thériault, Guy Ouellette, Catherine Fournier, des membres du gouvernement, des élus,
à venir participer à ce projet-là, à venir réagir. Tu te dis, mon Dieu, c'est une gang de 20 ans, 25 ans qui en impose au pouvoir politique. Et ils vont déposer. Vous avez encore aujourd'hui, vous pouvez signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez signer une pétition. Là, hier matin, on était à 39 000 quelque chose, puis j'ai envoyé un courriel, puis je pense qu'il y a eu 3 000 signatures qui sont rentrées hier dans la journée. La semaine d'avant, là, la pétition était, je sais pas, moi, à 12 000, puis on l'a montée à 30 quelques mille. Donc, il y a un impact à être signataire du PAC. Puis je ne dis pas que c'est le PAC qui fait tout ça, mais il y a des gestes qu'on peut poser aussi de revendications massives qui fait qu'à un moment donné, oui, on peut sortir le vendredi après-midi, c'est important. Soyez là le 22 avril à Québec. On va aller encercler le Parlement. Le 27 avril à Montréal, il y a une autre grande marche. Il va y avoir des actions. Je vous invite à manifester. C'est important de manifester, mais moi, je ne suis pas là dans l'envie de manifester, là, Chris. Je dis, j'y vais aux manifs, là, c'est important, puis je suis super actif, puis j'encourage à le faire. Mais il y a aussi des solutions concrètes qu'il faut se donner. La manifestation, c'est que tout à coup, là, le ministre de l'Environnement sort la veille. Là. Les deux sont venus. Hein, McKenna est venu la veille avec Stephen Guilbeault, là. On ne sait pas trop sur quel pied il danse, là, mais il nous dit qu'elle avait un plan puis que le plan fonctionnait. Il dit, bien là, on va te remettre le nez dans ton caca un peu, là. Tu sais, ton plan fonctionne, mais l'Office national de l'énergie nous dit que vous allez augmenter de 70 d'ici 2040. Alors, c'est quoi? Il fonctionne où le plan? Là, dans la cour, chez vous, tout seul? Parce que, so far, on ne voit pas... Oui, mais il y a des mesures. Oui, on est dans une transition. OK, mais c'est pas à la hauteur de ce que la science nous demande. Puis si nous autres, on ne le fait pas, qui va le faire? Le Gabon? Tu sais, on est des privilégiés, on a des moyens. Alors, je vous invite à signer le pacte et à faire signer le pacte. Essayez de prendre un peu de temps pour faire en sorte qu'on puisse grossir le nombre. Donc, ceux qui n'ont pas de carton, ça va me faire plaisir de vous en remettre comme un petit rappel. Ce carton n'est pas parfait. Il est fait de papier et donc il y a une empreinte écologique. Alors, je vous invite à le passer à quelqu'un en disant que quand on sera rendu à 1 million de signatures, il sera temps de le recycler. Mais que c'est une goutte dans l'océan, c'est une bouteille à la mer pour essayer de résister à la trop grande puissance arrogante des lobbies pétroliers et gaziers sur notre monde, sur notre démocratie et toutes sortes d'autres lobbies. Mais je nomme les deux principaux parce qu'il faut... Tu sais, je suis quand même assez étonné de voir que tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, je recycle l'attache en plastique de mon pain. » Je dis « Oui, OK, c'est super que tu le recycles, là, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver, là. Ça va prendre plus que ça, tu sais. » Puis des fois, il y a comme des degrés de... Fait qu'il ne faut pas oublier que le pétrole et le gaz sont les ennemis numéro 1. On peut agir dans nos façons de s'habiller, de consommer, de se déplacer surtout, de chauffer nos maisons, de s'alimenter, de consommer et le reste, mais il faut exiger des politiques. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Moi, je trouve très intéressant ce que vous êtes en train de faire. Et d'un autre côté, quand je regarde ça, on dirait que juste le fait de signer le pacte et faire ce qui est écrit là-dedans, on va régler tous les autres problèmes. Sachant que le gros problème, c'est même pas ici au Québec. C'est le problème du climat, ça vient de la Chine, des États-Unis et tout ça. Donc c'est comme, c'est même pas un joueur dans le climat au Québec, au contraire, avec l'électricité et tout ça. C'est peut-être déjà un des pays où il y a moins d'impact sur le climat. Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui revient souvent. Alors, je pense qu'on peut se dire que, puis les politiciens la tournent de toutes sortes de manières, on peut se dire qu'au Québec, on est 2 fois moins émetteur que les Canadiens en général. Par tête de pipe au Canada, je ne vais pas donner de chiffres, là, mais on est 2 fois plus pollueurs, émetteurs de gaz à effet de serre qu'au Québec. Donc, on peut se dire, nous autres, au Québec, on est bon. Comme on est bon, bien, ça va. Ce n'est pas nous autres qui allons faire une différence. Nous sommes, au Québec, 2 fois plus polluants par habitant qu'en Europe. On va se comparer à des pays, quand même, somme toute, qui sont comparables, incluant le nord de l'Europe. Donc, avec des températures, des gens qui ont besoin de chauffer leur maison et le reste, mais qui ont développé des systèmes d'économie d'énergie parce qu'ils n'ont pas la richesse des ressources qu'on a. Ils ont été obligés à une plus grande rigueur. Donc, on a des devoirs à faire par rapport à nos objectifs. Ensuite, considérant notre situation de privilégié, on est à même de mettre au point des solutions, notamment technologiques, qui vont utiliser une meilleure source d'énergie qu'on pourra ensuite exporter, donc amener ailleurs. On a un statut de privilégié à cet égard-là. Fait que, ensuite,
Moi, je pense qu'on est tous responsables. C'est-à-dire que je pars du principe qu'un soir, on peut être 4 dans une assemblée de cuisine, puis on peut devenir 300 000 4 ans plus tard parce qu'un jour, on a été 4 à communiquer. Et à ce titre-là, je pense que le Québec, dans sa position de privilégié, avec son complexe d'Astérix, a avantage à s'y mettre parce que la contribution du Québec, elle peut être grande. Ils sont très malheureux, les Albertains, qui voudraient s'en sortir à la même hauteur que vous et moi, mais qui gagnent leur vie dans l'industrie du pétrole puis qui ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir. C'est beaucoup plus difficile pour eux d'opérer cette transition-là. Alors nous, on a un devoir de solidarité aussi envers ces gens-là. Et je pense qu'à l'échelle du monde, on a tous notre part de responsabilité. Le pacte, il ne faut pas oublier qu'il y a des engagements individuels, mais il y a aussi une exigence qui est posée sur le plan politique. Le Canada a une grande influence dans la négociation des traités à l'international. Il a une grande influence extrêmement positive. Le problème, c'est que rendu à la maison, c'est comme si on parlait des deux côtés de la bouche en même temps. Alors moi, je dis qu'à ce titre-là, si nous, on prend conscience de l'urgence, bien, faisons notre part. Pourquoi les étudiants africains, présentement, ne prennent pas la rue sur le climat? Parce que c'est un privilège de pouvoir s'interroger puis manifester contre le réchauffement climatique. Il y en a qui n'ont pas ce privilège-là, qui occupent leur journée à beaucoup d'autres choses. Et pourtant, ces Africains-là sont ceux qui ont la moins grande empreinte écologique et ceux qui vont en souffrir le plus. Alors, on a aussi un devoir moral. Souvent, j'utilise cette parabole assez belle, que les Américains ont bâti leur prospérité économique au départ, leur premier grand boom industriel, en utilisant comme énergie principale le corps d'hommes et de femmes noirs qu'ils kidnappaient en Afrique pour les faire travailler dans leurs champs. Et ça a créé au sein de la société américaine beaucoup de prospérité et de richesse, l'exploitation de cette énergie-là. Mais ça a provoqué aussi une crise morale importante qui fait qu'il y a des gens qui ont dit « mais on ne peut pas asseoir notre prospérité sur une exploitation énergétique aussi immorale. » Et au prix d'une guerre civile, et en marge d'un transfert énergétique aussi, parce qu'il y a eu concurremment la découverte de la combustion de la vapeur par le charbon, qui a permis une révolution énergétique pour remplacer l'énergie qui était fournie par les Noirs africains. Mais, donc, ça a pris à la fois la coïncidence, je dirais, d'une crise morale et d'une transition énergétique ou d'une découverte technologique pour permettre la libération en partie des Noirs américains. Et je pense aujourd'hui que la crise morale, notre crise face au pétrole et au gaz, elle est du même ordre que cette crise-là et qu'on ne peut pas se fermer les yeux et dire c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux Indiens, c'est la faute aux Américains. Bien sûr, il y a une incidence importante sur leur comportement, mais je pense qu'on a, considérant notre situation, notre juste part à faire. Oui? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus... vous rendez plus service en étant un militant, un citoyen qu'un politicien? Vous êtes sûrement fait poser la question souvent. Quand les gazières sont débarqués chez nous, j'avais mon bon ami Pierre Curzi, qui était comédien, qui était élu au Parti québécois. Puis moi, j'ai été là-dedans, je le racontais tantôt, un peu comme spontanément engagé dans cette affaire-là, par un concours de circonstances. Mais rapidement, j'ai appelé Pierre Curzi en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Là, moi, j'ai des shows à faire, je suis en train de faire un show. Toi, t'es élu, là, t'es député, comment ça que t'es pas là? » Et là, il dit « Bien, c'est pas dans mon comté, c'est pas mon dossier. On a des lignes de parti. On veut pas être vu juste comme un parti progressiste, protecteur de la justice sociale. On veut aussi créer des emplois. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des discussions à l'interne. Fait qu'on a donné le dossier à Scott McKay, c'est lui qui y va. » Et là, je dis « Mais là, Pierre, c'est pas ça que t'es allé faire, de la politique active. » Et j'ai constaté que j'avais plus de liberté politique, au bout du compte, que mon ami Pierre Curzi. Je le dis en tout respect, c'est pas pour dévaloriser ou dénigrer l'engagement de Pierre Curzi. Puis moi, en plus, je suis trop loose cannon. Moi, aller m'enfermer dans une politique de parti, là, je sais pas ce que je... Ils vont pas m'endurer plus qu'un après-midi, de toute façon. Mais donc, j'ai trouvé ma voie, je dirais, parce que aussi j'ai gagné le jackpot à Las Vegas puis que j'ai les moyens de le faire, mais je me dis, mais moi, mon engagement politique, je le fais de cette façon-là. C'est là où je me sens en accord avec moi-même et libre de le faire.
Ma liberté, je l'abdique par moment quand j'appelle les artistes à venir sonner à la cloche avec moi, parce que moi, je suis juste un metteur en scène, je ne suis pas une figure connue. Mais si je demande à Fred Pellerin puis à Véronique Cloutier de venir, bien là, les caméras sont là, les spotlights sont là. Là, la dernière fois que je les ai convoqués, puis ils ont fait une grosse différence dans la saga du gaz de schiste, notamment. Là, la dernière fois que je les ai enlevés, on les a eu, spotlight, mais ils ont reçu une grosse part de boîte, tu sais. Ce qui fait que... je ne sais pas trop si j'ai fait bon usage de la célébrité des artistes. Louis Morissette, il publiait un truc dans la revue de Véro où il dit un peu si c'était à refaire, je ne le referais pas. Puis c'est des questions valables. Moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler comme artiste parce que c'est difficile de lancer un appel politique de cette teneur-là. Puis après ça, de dire je m'en vais en Chine faire un show. Bye tout le monde. Je suis venu vous dire quoi faire. Puis là, ben moi, je m'en vais tout seul de mon bord. Donc, là, moi, j'ai les moyens de le faire. Ce n'est pas des réponses évidentes, c'est des lourdes questions. Puis je me suis donné 2 ans. Je ne sais pas où je vais être dans 2 ans. Peut-être que ce que je suis en train de faire là ne sert à rien. Ça se peut. Tu sais, on s'est posé en maître de la nature, puis on s'est un peu sorti du monde, mais le désir de la vie de se reconduire, c'est le principe fondamental. Puis il faut embrasser la vie à pleines dents. Et ce faisant, je veux dire, moi, je ne serais probablement pas aussi animé si je n'avais pas 3 enfants. C'est aussi du carburant qui nous mène vers la suite du monde. Mais là, je ne veux pas vous faire la morale là-dessus. Je veux dire, je respecte beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui peuvent... C'est juste que je trouve ça triste si on se projette dans un monde où on va être entouré de vieux puis qu'il n'y aura plus de jeunes, ou, tu sais, moi, je veux beaucoup voyager, j'adore la rencontre des cultures. Tu sais, si j'ai une fierté au Cirque du Soleil, c'est que le cirque, c'est un lieu de rencontre des cultures extraordinaires. Donc, moi, je suis loin d'être un xénophobe, mais je vois bien que notre société a aussi une difficulté à accueillir, à absorber. Fait que c'est comment on trouve l'équilibre, je ne sais pas, mais assurément que quand un enfant arrive dans ta vie, tu as bien des réponses à toutes ces questions-là, très concrètes, très immédiates, et c'est une grande source de... En tout cas, en ce qui me concerne, c'est encore une grande source de bonheur, de joie, de liberté. Faites signer le pacte. Est-ce qu'il y en a qui veulent des cartons pour distribuer ou pour... Je suis avec Dominique Champagne, initiateur du Pacte. Vous avez fait une belle conférence aujourd'hui au Cégep Gérald Godin pour les étudiants. Vous avez ouvert votre conférence avec qui ici souffre d'éco-anxiété. Donc, un sujet quand même que les jeunes parlent un peu partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir commencé avec ce sujet-là? Bien, je pense que c'est un nouveau phénomène dont il faut se préoccuper. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord avec le fait qu'il y a une situation d'urgence face au climat. Et souvent, cette prise de conscience-là, elle peut nous bloquer, elle peut nous angoisser au point de nous geler. Et moi, ce que je dis, c'est qu'une façon de répondre à ça, c'est d'être dans l'action. Donc, de poser des gestes, nous, et d'exiger que nos gouvernements posent des gestes, parce que ce qu'on a de besoin, c'est de reprendre confiance en nous-mêmes, dans notre capacité à infléchir le cours des choses. On ne peut plus laisser aller les choses comme elles vont. Là, la science nous dit, si on continue à faire comme on a toujours fait, ça va se dégrader et d'ici 10 à 12 ans, on va avoir mis en place les conditions d'un cocktail de cataclysmes et de catastrophes dont ils ne veulent même pas répondre. Puis je ne suis pas là pour faire peur au monde, c'est la science qui nous dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La jeunesse, là, s'éveille, on voit les étudiants prendre la rue, prendre de plus en plus de place dans les médias. On veut vivre dans un monde viable. La grande autorité morale ces temps-ci en matière de réchauffement climatique, c'est une jeune femme de 16 ans, suédoise, Greta Thunberg, qui dit au grand de ce monde, « It's not time to hope, it's time to act, it's time to panic ». C'est pas le temps d'espérer, c'est le temps de paniquer et de passer à l'action. Alors, je pense que partir la discussion en disant, on reconnaît l'urgence, comment on va réagir? La principale chose qu'il faut faire, c'est se sortir du pétrole et du gaz. Comment on fait ça? Bien, nos moyens de transport, nos façons de consommer, une façon de manger de la viande individuellement, mais surtout d'exiger des politiques publiques puis des investissements qui vont dans le sens, pas de la dégradation du monde, mais d'un monde viable. On sait que le transport, c'est une part importante, le chauffage, la consommation et l'ensemble des gestes qu'on peut poser. Alors, ayons les priorités à bonne place. Oui, c'est important de réduire notre consommation de plastique, bien sûr, mais c'est pas en éliminant les pailles de plastique de nos vies qu'on va régler le problème. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire, mais pour combattre l'éco-anxiété, pour répondre à l'exigence que nous pose la science, il faut poser des gestes, tout le monde ensemble. On a un effort de guerre collectif, autant individuel que collectif ou que politique à faire.
Le pacte, on est rendu où, là? Combien de gens ont signé? Il y a au moins 268 000 hommes et femmes de bonne volonté qui se sont engagés à faire leur part, à faire leur juste part. Alors, le pacte, là, ce n'est pas un engagement à être parfait, c'est un engagement à dire, OK, on reconnaît l'urgence, on reconnaît l'importance de poser des gestes concrets, de passer de la parole aux actes, et nous, comme citoyens, comme individus, on va faire notre part. En même temps, on sait très bien que la somme de nos gestes individuels ne suffira pas. Et là, ce qu'on demande, c'est que sur la base de l'effort de guerre qu'on fait de notre part, on invite les gouvernements, on exige des gouvernements qu'il y ait des politiques et des investissements publics à la hauteur de l'alerte qui est sonnée par la science, puis à la hauteur de nos aspirations, surtout celles de la jeunesse, de vivre dans un monde viable. C'est très bien dit. Alors, vous avez signé, j'ai signé, et vous, avez-vous signé? Eh oui, signer le pacte.